Je vais faire un petit peu de délation. Il a dit c'est l'année de naissance de Fred. C'est une coquine, c'est Charlotte. C'est pour me venger. Mais oui, je sais. C'est la grande famille J'accepte. Télématin. Il n'y a que de l'amour. Formidable. Alors, Frédéric, dans quelques semaines, le 11 novembre, évidemment, on va commémorer le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. 6 semaines. Et vous, 3 semaines, non? 6, ouais. Ben non, non, 20 octobre, on est le 22 octobre. 11 Mettez-vous novembre. d'accord à la fin. bien sûr, 3 vous avez semaines. raison. Mais vous c'est avez pas grave, raison. en gros, c'est dans quelques semaines, Frédéric. Et donc, avec vous, on va se replonger en octobre 1918 pour connaître un petit peu l'état du front. Que se passe-t-il à l'époque? Oui. Alors, on va, Damien, pardon pour cette erreur de calcul, mais on va tout de suite regarder qui dirige la France. C'est important, parce qu'il y a des personnages hauts en couleur, mais qui ont été là pendant une grande partie de la guerre, à commencer par le président de la République, Raymond Poincaré, élu en 1913. Pour 7 ans, c'était encore le septennat. Nous sommes sous la Troisième République, donc il est là jusqu'en 1920. Il n'a fait qu'un septennat, mais c'est le président de la guerre. Et c'est lui qui choisit comme président du Conseil, équivalent du Premier ministre, un certain Georges Clemenceau, bourru, personnage haut en couleur aussi, avec sa moustache. Vous savez que c'est lui qui dirigeait le journal dans lequel Émile Zola avait écrit le fameux J'accuse. Personnage haut en couleur, plus de 75 ans, qui a décidé de se battre jusqu'au bout. Voilà pourquoi il confie la direction générale des armées françaises et alliées à cet homme, le maréchal Foch, auquel il a donné son bâton de maréchal au mois d'août de cette année 1918, il y a quelques semaines. Et là, le maréchal Foch, qui l'a choisi plus tôt que Pétain, qui était aussi candidat au même poste, mais Pétain était plutôt sur la défensive, alors que Foch est sur l'offensive. Oui. Et il le prouve en ces jours de 19, 20, 21 octobre, 22 octobre, donc il y a exactement 100 ans, il le prouve en décidant d'une offensive définitive. Enfin, en tout cas, il appelle ça un coup d'éclat, un assaut final. Et on le voit évidemment sur ces images d'archives, mais avec des difficultés, car tout tient à une grande offensive lancée dans les Flandres. Avec les Belges, Français et Belges, ça va échouer. Les Britanniques du général Plummer qui patinent pendant ce temps-là. Côté allemand, on résiste tant bien que mal parce que l'empereur est en grande difficulté. On va le voir, Guillaume II, il va dans quelques jours, il va abdiquer, mais il est encore solide au pouvoir. Et le voilà, Guillaume II. Et puis à ses côtés, une sorte de Premier ministre qui est Max de Bade, qui est le chancelier, qui lui vient d'être nommé le 3 octobre, donc c'est tout récent, il est l'équivalent, c'est l'homme qui est au pouvoir. Et quand il s'est assis dans son siège, il a dit, mais fini la guerre sous-marine, je n'en veux plus. Il faut dire que les sous-marins allemands avaient tendance aussi à couler nombre de paquebots, non seulement des navires de guerre, mais des paquebots avec des centaines et des milliers de personnes qui périssent en mer. Donc, en fait, c'est décidé ce 23 octobre. On est vraiment dans cette actualité, il y a 100 ans. Et puis, le général en chef, qui est le vieux Paul von Hindenburg. Oui. Donc, on le voit, à part Max de Bade, on va voir avec toujours ce casque à pointe, vous imaginez, qui n'est plus du tout d'actualité, à partir du début novembre. D'ailleurs, l'empereur devra abdiquer. Du côté américain, on a un président Wilson qui est en pleine forme, qui a donné ses 14 points, qu'il va falloir suivre pour la signature, à la fin des fins, pour la signature de l'armistice, puis de la paix. Le voilà le président Wilson, qui est aussi le président de la guerre. C'est son deuxième mandat. Il a été élu en 13 comme Poincaré, réélu en 17. Donc nous sommes en 18, c'est son deuxième mandat, et son second, puisqu'il n'y aura pas de troisième. Exact. Et du coup, il va tenir jusqu'en 8 et 3, 11, jusqu'en 21. Bien, 1921, Fred. je vais y arriver. Bien. Donc les Américains, eux aussi, sont en difficulté. L'armée américaine est embourbée dans le massif forestier de l'Argonne, en ce mois d'octobre 1918. Et puis, on a non seulement le côté militaire, mais il y a le côté aussi diplomatique. Et là, ça bouge énormément avec un homme que l'on a très peu vu. Je vous propose son portrait. Il s'appelle Charles Ier. Il est empereur d'Autriche-Hongrie. Et cet homme, qui est très jeune, il a 29 ans, il a succédé au vieil empereur qui est mort en 1916. Normalement, ce n'était pas lui qui devait succéder. Non, c'était François Ferdinand, celui qui avait été assassiné en juin 1914, qui avait lancé cette terrible Première Guerre mondiale. Eh bien, cet homme qui lui succède arrive au pouvoir, mais il voit bien que lui aussi, dans son état, tout vacille. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à ce que la paix soit signée, un armistice séparé de l'Allemagne. C'est ce que va signer l'Autriche-Hongrie à la fin de ce mois d'octobre. Nous reviendrons au mois de novembre pour parler de la suite de cette grande guerre et l'arrivée jusqu'à l'armistice. Un café pour M. Gersal, formidable. Et l'addition. Ah ouais, non, c'est pour comment nous. tu fais? C'est pour nous. débile. Ah, on est impressionnés. Ah là 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 là. C'est l'expérience, c'est l'expérience. Arrêtez. Merci beaucoup à tous les deux.